à tous, bienvenue ici. Je suis arrivée récemment sur un projet de TF1 le contexte du projet, c'est que le SwiftLint est installé sur le projet mais pas activé. Et quand on a voulu la réactiver, on a découvert qu'il y a plus de 3000 erreurs. Je vais vous spoiler la fin. Donc on a réactivé SwiftLint sur le projet, il y a 0 erreur. Et je vais essayer de vous raconter cette histoire de changement. Je me présente, je m'appelle Yang Liu. Je travaille pour BAM en tant que développeur mobile depuis 3 ans. Et en ce moment, je bosse du coup pour TF1. Alors, je vais vous poser une question. Si ce soir, je vous invite à venir explorer un labyrinthe avec moi, pour ce soir de novembre, combien d'entre vous êtes partants? Partantes? Oh, wow. Je ne m'attendais pas du tout à ça, merci beaucoup. Cette confiance de ouf. Même si vous avez levé la main, merci beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, et sûrement les gens qui n'ont pas levé la main, il y a ces idées-là qui... Je pense que vous vous êtes posé des questions en mode « Pourquoi ferait-on ça? On n'en a pas besoin. Pourquoi ferait-on ça avec toi? Ça prend combien de temps? Les labyrinthes sont dangereux, non? Et si on se perd dedans? Je n'aime pas être coincée et ne pas pouvoir m'en sortir. Je n'ai pas envie de me retrouver seule au milieu du labyrinthe. » Je ne sais pas si ça va réussir à projeter là. Ah voilà, ok, il y a un décalage. Ah non, ok. Ok. Du coup, voici les questions que vous vous êtes sûrement posées. Eh bien, c'est un peu ça qui s'est passé aussi quand on a voulu réactiver ça. Il y a toutes ces questions de risque, gros warning qui s'est passé dans la tête de l'équipe. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de diviser ces réactions-là en 3 types de réactions, et essayer de faire l'analyse avec vous pour voir c'est quoi les raisons sous-jacentes derrière et qu'est-ce qu'on peut faire pour tacler ces réactions. Donc les 3 types de réactions, c'est pourquoi ferait-on ça? Si on tombe sur un danger, qu'est-ce qu'on ferait? Si on se perd et si on y passe notre vie. Donc le premier type de réaction, pourquoi fait-on ça? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Pourquoi, en ce soir de novembre, où il fait tout froid, il pleut dehors, pourquoi on sortirait pour explorer ce labyrinthe avec Yang? Et une autre question aussi sous-jacente, c'est en quoi c'est mieux par rapport à la situation actuelle? Pourquoi on sortirait de cette pièce qui est toute chaude, à l'abri de froid et de pluie, pour faire cette activité alors qu'on n'est même pas garanti du résultat? C'est tout à fait normal comme réaction. Et là, la réponse, c'est, vous avez sûrement en tête, il faut montrer l'impact, il faut montrer les bénéfices de ça pour emborder l'équipe, pour les convaincre de comment on peut faire ce changement-là. Donc, dans le cas concret de Linter, c'est un Linter automatise la vérification de bonnes pratiques et ça pointe vers des potentiels. Si, pareil, dans le cas de labyrinthe, si je ne vous dis pas qu'à la sortie de ce labyrinthe, il y a une grosse boîte de trésors avec plein de choses dedans, vous serez moins tenté de venir avec moi sur cette aventure. Et pour la deuxième partie de question, en quoi c'est mieux par rapport à la situation actuelle? Et en fait, là, le conseil que je voudrais vous donner, c'est partir des pièces concrètes. Je vais faire une grande hypothèse sur l'audience de ce soir. Vous êtes des devs comme moi. Vous n'êtes pas très artistique comme moi. S'il y en a qui sont artistiques, c'est pas contre vous. Donc, dans la boîte de trésors qu'on va pouvoir trouver à la fin du labyrinthe, s'il y a des pinceaux, des instruments de musique, en fait, ça va moins m'intéresser que s'il y avait des MacBook Pro M2 dedans. Parce que ça va résoudre... M3, pardon. Parce que ça va résoudre des problèmes très concrets de mon quotidien. Donc là, pareil, on est une équipe de 6 devs. Quand on merge et qu'on rebase, de base, il y a beaucoup de conflits de merge. Encore plus si différentes personnes ont des différentes pratiques dans le syntaxe de code. Donc ça, c'est un pain point en fait, dans notre quotidien. Comme on est une équipe, donc, comme je disais, il y a plein de priorités différentes, il y a plein de sensibilités différentes envers plein de sujets différents. Donc en fonction de personnes qui reviewent l'APR, on peut laisser passer plus ou moins des heures comme ça.
Donc ça, c'est les deux exemples, ça c'est les deux pièces qui sont très très concrètes dans notre cas, qui nous a fait dire que en fait c'est une bonne idée. On voit déjà les bénéfices standards d'un linker, et là en plus ça va résoudre nos problèmes concrets dans le quotidien. Voilà pour la première partie de réaction. Et le deuxième type de réaction, c'est qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un danger. Les questions qui sont sous-entendues, c'est est-ce qu'on est équipé, est-ce qu'on a les outils pour affronter ces dangers. Donc, si jamais il y a un monstre dans le labyrinthe dans lequel je vous ai invité, est-ce que j'ai des outils pour battre le monstre? Est-ce que si jamais le monstre est trop dangereux, trop difficile à gérer, est-ce que j'ai le droit de passer à côté sans qu'il me suive? Et avec tout ça, est-ce qu'on est accompagné lors du parcours? Pour répondre à ces questions-là, je vais vous montrer de la vulnérabilité en disant que moi, personnellement, dans des labyrinthes, je panique. J'ai un très très mauvais sens d'orientation. Je ne m'équipe pas, j'y vais les mains vides. Et en plus de ça, je ne suis pas patiente. Donc si je me perds, je vais rester là-dedans éternellement. Donc ce n'est pas une bonne idée. Mais si je suis convaincue de l'utilité de traverser ce labyrinthe, en fait, je ne suis pas obligée d'y aller les mains vides. Je peux prendre le temps de me préparer. Et là, c'est pareil pour le cas de Linter. Comment on s'équipe pour affronter et contourner les dangers? On peut ignorer temporairement un problème, on peut mieux s'équiper et revenir dessus. On peut même choisir d'ignorer un problème tout court. Donc concrètement, en fait, on peut ignorer ponctuellement une règle, même si elle est activée globalement sur le projet. Et en plus, certaines règles n'auront pas de sens pour notre projet, donc on peut choisir de la laisser désactivée pour de bon. Et sur le côté de est-ce qu'on est accompagné lors du parcours, en fait, c'est un mindset à avoir en face d'un problème qui est trop important pour nous à gérer d'un coup. En fait, on n'est pas obligé de faire tout le travail d'un coup. Si je reprends l'exemple de labyrinthe, on n'est pas obligé de dire que ce soir, en 1 heure, je traverse le labyrinthe et je vais essayer d'atteindre le trésor. Je peux prendre un différent approche en disant qu'à chaque fois, je fais un petit bout de labyrinthe, j'essaye de cartographier le labyrinthe, je vais essayer d'aller voir tous les monstres et de les localiser, de noter leur position, et je vais pouvoir estimer leur niveau de danger pour savoir avec quels outils je peux revenir dessus et les affronter. Du coup, concrètement, dans notre cas, corriger les 3000 erreurs d'un coup, c'est beaucoup, mais on peut désactiver toutes les règles pour faire table rase, pour partir d'un état propre, et ensuite on active les règles une par une. On affronte les monstres un par un. Donc ça, concrètement, il y a encore un petit décalage. Spoiler. Alors là, c'est bon. Donc ça, c'est le début de cette entreprise très très motivante. En fait, on a commencé donc par désactiver toutes les règles. Donc ça, à gauche, c'est je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le fichier de configuration qui liste les règles qui sont désactivées, les règles qui sont activées, comment, toutes les configs de SwiftLint en gros. Et la première chose qu'on a fait ensemble, c'est on désactive toutes les règles. Toutes les règles qui ne sont pas activées par défaut sont listées dans la section désactivée. Et donc en faisant ça, ça y est, on a gagné, on a zéro erreur et on a activé SwiftLint. Et ensuite, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ici c'est le découpage en commit de activation règle par règle. On passe au troisième type de réaction, et si on se perd, si on y passe toute notre vie. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je n'ai pas envie de devoir résoudre un problème seul, et ça va être long et ça ne va pas servir avant que l'on termine. Dans le deuxième type de réaction, on a parlé de découpage de problèmes. Ça c'est très bien, mais ça pourrait causer d'autres problèmes. C'est que, en fait, en découpant en très très petites tâches, ça rallonge la durée de changement. Donc, si j'arrive à atteindre la boîte de trésor qu'au bout de plein d'étapes, en fait, la boîte de trésor ne va pas servir tant que j'y suis pas. Et pour répondre à ça, okay, c'est bien.
En fait, il y a une claire parallèle à faire donc, avec les méthodes agiles. On découpe en itération. Donc on a l'objectif global qui est de supprimer toutes les erreurs et d'améliorer la qualité de Codebase. Et en découpant en itération, en fait, à chaque début d'itération, on se fixe un objet qui nous semble bon pour nous rapprocher de l'objectif à long terme. Ensuite, on avance grâce à cet objectif qui est plutôt petit scope. Dans un deuxième temps, on termine l'itération. On va prendre le temps de s'arrêter, regarder où on en est. Est-ce qu'on est dans la bonne direction, oui ou non? Est-ce qu'on continue à avancer, oui ou non? Est-ce qu'on est assez proche de l'objectif global? Est-ce qu'on s'arrête tout court? Ça, c'est les questions du coup à poser à chaque fin de sprint, normalement. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire ici. Donc, je n'ai pas envie de devoir résoudre un problème seul. En fait, on peut très bien choisir en équipe quelle est l'étape suivante à prendre. Et ça va être long et ça ne va pas servir avant que l'on termine. Donc, c'est important de mettre en place des outils pour montrer où on en est, qu'est-ce qu'on mesure pour savoir si on a réussi ou pas. Et voilà. Donc, l'exemple qu'on a utilisé sur notre cas d'utilisation, c'est première étape, premier objectif, c'est on veut activer SwiftLint sans règles. Deuxième étape, on va vouloir activer les règles, mais en les priorisant. Et troisième étape, on va pouvoir diminuer les disable, les ignore dans le repo. Et tout ça avec des outils de visualisation. Donc, si je reviens en première étape, notre objectif, c'est de rendre les erreurs visibles. J'ai envie si je fais une faute syntaxique, je les vois tout de suite. Donc, le métrique qu'on a choisi, c'est bien sûr le nombre de linting errors. Et l'action qu'on a fait, c'est activer SwiftLint. Donc ici, en bleu colonne, c'est le nombre d'erreurs dans le repo qu'on traque. Donc au départ, il y en a 3000. Le temps de décider de choisir la stratégie qu'on utilise pour faire ce changement, on en a rajouté. Et en fait, une fois qu'on a activé le SwiftLint dans toutes les étapes de build, de CI, là où on en a besoin, on est passé à 0. Donc ça, comme objectif, c'est atteint très très vite. Deuxième étape, c'est assurer de la qualité. On veut pouvoir augmenter la qualité dans le codebase. Comme pour métrique, on a choisi donc le nombre de règles qui sont activées dans le repo. Donc ça, c'est les colonnes bleues. On a un cible global pour la première fois d'activer les 88 règles qui sont non opt-in. Ça veut dire que c'est recommandé par SwiftLint d'avoir au moins ces règles de base. Donc ça, c'est le trait jaune ici qu'on voudrait atteindre. Et comme le fonctionnement de sprint, on a un burn-down chart. Là, on a un burn-up chart pour suivre un petit peu l'évolution. Donc, pour aider à prioriser, en plus, on a 33 qui sont corrigibles via une command line. Donc, c'est les premiers batchs qui sont activés. Ensuite, on a des règles qui ont des fixes très très longs, mais qui n'ont pas beaucoup d'occurrences. Donc, on ne perd pas trop de temps à les corriger. Donc le deuxième batch est fait. Et ensuite, il y a des règles qui sont respectées déjà parce qu'il n'y a pas encore eu d'erreur de cette règle. Donc ça, on peut les activer aussi, et ainsi de suite. Donc là, l'équipe, on en est dans cette étape-là. Et pour la troisième étape, qui est encore en cours de discussion, parce qu'on voudrait améliorer la qualité, mais il y a encore deux pistes. Les deux pistes, c'est soit on active plus de règles, donc on va savoir les règles qui sont en opt-in. Comme ça, du coup, la métrique, ça reste la même ici. Donc, c'est les nombres de règles qui sont activées. Donc, on va passer à 208 règles, qui sont le nombre total de règles dans SwiftLint. Pareil, avec un burn-up chart pour à tout moment visualiser où on en est. Et la deuxième piste, du coup, c'est de réduire la dette technique. Donc, pour traquer ça, du coup, le métrique qu'on a choisi, c'est le nombre d'erreurs qui sont ignorées ponctuellement. Et l'objectif, c'est bien sûr d'avoir 0. Et c'est ça à discuter. Je pense que comme les règles qu'on peut choisir de ne pas activer tout court, il y a des ignores qu'on ne veut pas enlever tout court aussi. Donc ça, c'est la vision de maintenant, mais c'est à changer à chaque itération également. Et du coup, pareil avec un burn-down chart, du coup, pour suivre là où on en est.
J'ai donné beaucoup d'infos d'un coup et on a suivi donc exactement cette manière d'amener le changement. Si je dois tirer des apprentissages dans la manière dont le changement a été amené dans mon équipe, je me suis rendu compte que partir des pièces concrètes, c'était vraiment important. C'est une étape qu'on oublie facilement, de dire que en fait, c'est bien d'améliorer ça, c'est bien de faire ce changement-là parce que ça augmente la perf, ça machin. Et si on ne part pas de problèmes concrets, en fait, c'est difficile de convaincre l'équipe à investir de l'énergie dedans. Et le deuxième apprentissage, c'est vraiment découper en petits bouts gérables de problèmes. J'avoue que quand j'ai vu 3000 erreurs, j'ai paniqué, je me suis dit je ne sais pas comment faire. Et le fait de découper en petits bouts gérables, en fait, permet de ne pas se perdre dans le processus. Et le troisième outil que j'ai trouvé vraiment essentiel, c'est avoir un outil qui est visuel. En fait, j'imagine qu'en tant que dev, on a plein d'infos, on a plein d'outils déjà qui remplissent notre quotidien. Et avoir un truc sur lequel, en un coup d'œil, on peut visualiser où on en est, c'est vraiment très, ça aide beaucoup, ça économise beaucoup de temps. Donc voici pour la partie très concrète dans le processus de changement. Et je voudrais ici prendre un peu de recul et vous donner vous dire deux choses que je pense de changement, de manière un peu plus globale. Les changements sont difficiles, surtout en équipe. Comme je vous ai dit, on travaille dans une équipe de 6, il y a des équipes qui sont plus grandes. Et dans chaque équipe, en fait, il y a des compétences, il y a des profils différents, on a des appétences différentes, on a des sensibilités différentes, on a des priorités différentes aussi pour des sujets différents. Donc c'est ça qui fait la force d'une équipe. J'imagine que dans le cas où je travaille seule sur un projet personnel, pour activer SwiftLint, j'y passe pas 2 journées. Mais ce qui fait la force d'une équipe aussi peut aussi représenter de freins dans le cas de changement. Donc là, il faut vraiment faire attention à toutes les réactions que ça pourrait avoir. En fait, les réactions que vous avez vues, il y a souvent des raisons sous-jacentes derrière. Il vaut mieux traiter les raisons derrière plutôt que d'attaquer la réaction tout court. Et la deuxième chose, c'est atteindre 80% de l'objectif, c'est quand même du changement. Il y a 208 règles en total dans SwiftLint. Au départ de cette aventure, on en avait 0 qui était activé sur le projet. Mais dès l'activation de première règle, nous avons appris quelque chose ensemble en tant qu'équipe. Nous avons amélioré la qualité de notre codebase. Et le plus important, c'est... je ne sais plus. Ah oui, et concrètement, ça nous a économisé du temps. Ah oui, pardon. Concrètement, ça nous a économisé du temps. Quand on rebase, quand on fait de code review, en fait, on peut concentrer plus sur des sujets d'architecture, sur des problèmes métiers. Donc, en fait, pour nous, c'est déjà une victoire. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, Jérôme. Bravo pour le talk, merci. Dans les pièces concrètes, du coup, tu mentionnais par exemple des gains de performance ou de pointer vers des potentiels bugs. Est-ce que dans le processus, ça vous a permis justement d'identifier des problèmes de performance ou des bugs qui ont été fixés grâce à certaines règles ? Pour l'instant, c'est vraiment le début. Donc, comme tu as vu, en fait, on a fait 2 itérations sur ce processus-là. L'impact le plus direct qu'on a vu, c'est pendant les code reviews, on passe moins de temps à spotter les erreurs de syntaxe. Je pense qu'on n'a pas encore, comme on n'a pas mesuré les nombres de bugs en fonction de SwiftLint aussi, je pense qu'on ne s'est pas encore rendu compte de bénéfices qui est très long terme, qui est vraiment dans la fin de labyrinthe, dans la boîte de trésors. Mais ouais. D'accord. Et est-ce que vous pensez aussi créer vos propres règles ? Ou c'est encore une étape Oui. Effectivement, il y a des règles qui sont sur les ressources, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient déjà dans la configuration de base, qu'on a modifié ensemble du coup dans la configuration de SwiftLint. Il y avait, en fait, on préférait utiliser certaines classes et pas les classes
par défaut que propose Swift. Donc il y a des règles mises en place pour justement dire que là, attention, on est en train d'utiliser ce que propose Swift, il faut mieux utiliser notre custom composant, des choses comme ça. Jimmy, ouais. Alors, merci et déjà bravo pour le 0. J'ai apprécié comment vous êtes méthodique dans la présentation et je voulais savoir, lorsque vous passez du temps et peut-être à découvrir des choses inattendues, comment est-ce que vous avez géré peut-être la communication avec les produits ou des gens non-tech dans l'équipe et raisonner des choses ou rendre ça réel pour ceux qui ne sont pas de métier? Oui, effectivement, ça c'était un sujet, j'en ai pas explicitement parlé dans le talk, mais j'imagine que souvent dans les changements qu'on voudrait apporter, c'est un sujet difficile aussi à comment convaincre les PO, le côté produit, de dire qu'on est en train de faire de l'amélio, mais c'est pas pour faire plaisir de faire des refactors. Je pense que donc c'est pas encore arrivé dans ce changement-là, mais l'expérience que j'ai eue avec d'autres changements, c'est vraiment miser du coup sur le côté des pièces concrètes existantes. Si un problème arrive trop souvent et que ça fait perdre de temps à l'équipe, en fait, passer 5 minutes pour éviter de perdre 5 minutes à chaque fois, c'est plus facile avec cet argument à convaincre l'équipe. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, merci. 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 Belle presse. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez eu un débat sur en fait l'utilisation de la baseline et au lieu de dire on a 3000 warnings ou X 1000 warnings, en fait, en mettant une baseline, on a plus de warnings. Et de dire, au lieu d'après de faire des tâches techniques en disant bon, on va nettoyer toutes les règles, on va les activer une par une, en disant du coup on active tout maintenant, puisque du coup on a une baseline, donc officiellement on n'a plus de warning, et que en fait la réduction des warnings se ferait naturellement, puisque on sait que dans un projet il continue à vivre, donc on continue à écrire du code, on continue à repasser du code, et donc du coup la baseline, elle va être là pour protéger que dès qu'on touche à du code, en fait, on va avoir les vrais warnings qui vont apparaître sur le nouveau code. Et donc, du coup, les warnings disparaîtront par eux-mêmes et pas par une volonté de faire des tâches techniques pour dire, ça, c'est une tâche technique pour enlever tel warning et tel warning. Est-ce que vous avez eu ce débat pour dire, on fait une baseline plutôt que de faire des tâches techniques pour enlever les warnings? Je pense que... Alors, on n'a pas eu ce débat-là. J'essaie de repenser à pourquoi on a choisi 0 comme baseline. Je pense qu'effectivement, il y a les deux approches qui coexistent. Nous, dans le choix de 0 comme objectif de nombre d'erreurs, c'est en fait, on a voulu l'intégrer dans la CI. Et s'il y a des erreurs, en fait, on voudrait faire casser la CI pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on veut apporter ça au lieu d'introduire des erreurs en plus. C'est vraiment ce côté-là de s'il y a des anomalies en plus qui apparaissent, on veut le savoir tout de suite. Mais ça avec la baseline, oui. La baseline, elle va pas empêcher le nouveau code de créer des erreurs. Donc après, on peut toujours mettre Swiftin sur la CI, il faut mieux le mettre. Et ensuite, ça générera des erreurs, mais sur le code qui n'est pas de la baseline. Je ne suis pas sûre de comprendre du coup. Est-ce que en disant baseline, vous voulez dire donc sur une version à un moment donné de code, on ignore tout. Oui, c'est ça. Et ensuite, d'accord, ok. C'est ça. Ok. Ouais, je pense que c'est à peu près la même approche. C'est en fait on veut stopper l'ajout de nouvelles erreurs. Et après, du coup, on prend le temps pour tacler petit à petit l'erreur existante. Oui, en fait, oui, c'est ça. Enfin, ma question, c'était juste pour dire, est-ce que, du coup, là, vous avez fait j'ai vu qu'il y avait plein de commits sur les tâches techniques pour dire activation de tel warning. Ouais. Du coup, ça va être des tâches purement techniques, je suppose, où en fait, on a juste nettoyé le code. Et en fait, ma question, c'était, est-ce que vous avez envisagé de ne pas faire ces tâches techniques et de dire, maintenant que d'un coup, comme on a mis une baseline, on active toutes les règles d'un coup,
Ouais. du coup, le Ok. pass qui a été fait. Et de toute façon, le code cassera sur la CI maintenant qu'on a tout activé parce que ça passe que sur le nouveau code ou sur de l'édition de code. Ok, je pense qu'effectivement c'est une approche qu'on n'avait pas du tout pensé. Je pense que ça marche, ça D'accord. marcherait très très bien. Je vois pas de raison. D'accord. Bon, c'était pour savoir Non, si on vous n'avait avez pas, eu. non, on D'accord. n'avait pas pensé à cette approche, mais c'est très intéressant. Ok. Merci. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. Moi, sur l'organisation que vous avez eue, j'ai vu que c'était fait par une personne. Comment vous avez réussi du coup à travailler ensemble? Est-ce que vous avez découpé les tâches? Est-ce que vous avez réussi à découper et à assigner à différentes personnes? Ou est-ce que c'était une personne qui s'en occupait pour tout? Ouais. Comment vous avez un peu découpé ça? Oh, ok. Du coup, effectivement, ça c'est le début donc, de tout ça. Et comme c'était un sujet dans lequel j'avais déjà de l'expérience et il y a tout le contexte de produit, de delivery et tout, donc on s'est mis d'accord sur un découpage comme ça de je commence le début de ce travail, je commence le travail. Ensuite, du coup, bien sûr, l'objectif en fait c'est de faire partager cette pratique à toute l'équipe. Donc on a vu ensemble pour dire que ok, ça c'est la méthode qu'on va utiliser, donc on active règle par règle et on fixe les erreurs ou on ignore les erreurs en fonction de la taille de temps qu'on passe sur l'activation d'une règle. Et après ça en fait c'est au fur et à mesure, on essaie d'intégrer ça donc avec les sprints. Chacun, s'il a le temps, en attendant un build ou en attendant une map, une mise en production, on peut passer 15 minutes à activer une règle. Donc après, ça passe en répartition avec l'équipe. Toute l'équipe est onboardée, on a un standard du coup qui nous aide à dire que ok, j'arrive sur ça, j'ai envie de contribuer à ce changement. Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, c'est détaillé par étape comment je peux contribuer en 15 minutes. Ok, très clair. Déjà, merci beaucoup pour la presse, c'était intéressant. J'ai une question à propos de la documentation des règles de ligne. Moi, de base, je ne suis pas un développeur Swift, mais je connais qu'il y a un endroit officiel où on a les règles. Du coup, ma première question, est-ce qu'il y a plusieurs versions de répertoire de règles? Si oui, comment vous choisissez les premières versions? Et ma deuxième question, si par exemple vous upgradez votre Swift et votre version de Swift, est-ce que les règles changent, s'ajoutent et est-ce que vous préconisez que vous allez aussi changer les règles et les fixer après? Ok, merci. Je pense que comme on a commencé cette entreprise il n'y a pas longtemps, on n'est pas encore confronté à cette question. Effectivement, pour SwiftLint, il y a plusieurs versions et entre chaque version, en fait, il y a des différences entre les règles qui sont en défaut, qui sont activées par défaut, qui sont en opt-in et tout. Donc on a bien vu ça avec les deux projets qui ont deux versions de SwiftLint différents et en exécutant la commande pour fixer les trucs, on a vu des erreurs apparaître par magie. C'était le bonheur. Je ne sais plus quelle est la suite de questions. C'était... Si par exemple vous upgradez votre Swift, est-ce Oui. que ouais, du coup, je pense que si jamais on upgradant le Swift et que ça apporte des erreurs en plus, en fait, l'objectif, le principe qu'on va suivre, ça va être pareil, c'est on voudrait garder un état où on a table rase, où on a zéro erreur, et on active, où on migre petit à petit la version de SwiftLint pour assurer la transition. c'est clair, merci. Merci.